T'aménages ton van ou t'es juste curieux de savoir la quantité d'eau qu'il faut, le débit ou alors comment on purifie l'eau, t'es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais te montrer ce que nous on a fait dans notre van et t'expliquer 2-3 trucs. Je suis Dylan et bienvenue dans Van Tour en détail, épisode 1. Commençons par le début du circuit d'eau, le réservoir. Nous, on a un réservoir de la marque Osculati, 119 litres. Pour nous, 119 litres, ça représente à peu près 7 jours d'autonomie avec 4 douches comprises dedans. Il faut quand même savoir que nous, on est très économe en eau, on n'ouvre jamais les robinets à fond, que ce soit pour se doucher ou pour faire la vaisselle. Donc ça fait quand même la différence. Première chose à regarder quand tu vas acheter ta cuve, c'est où est-ce que tu veux la mettre. Il y a des cuves qui sont faites pour aller au-dessus des passages de roues ou juste des cuves classiques rectangulaires. Nous, on a opté pour une cuve rectangulaire qu'on a mis au fond de notre coffre. Comme ça, elle ne nous gêne pas. Je te conseille de faire une fixation qui est détachable pour que tu puisses de temps en temps enlever ta cuve et la nettoyer. Et lorsque tu vas acheter ta cuve, pense déjà à comment tu veux lire l'eau restante. Il existe des capteurs qui plongent dans la cuve ou alors simplement là où tu vas mettre ta cuve, tu pourras voir par transparence. Ça, je te laisse faire le choix. Si tu pars comme nous sur un capteur plongeur, il faut simplement que tu regardes sur quelle face tu vas le monter car il va falloir que tu achètes un capteur d'une longueur différente. Et il faut prendre la longueur max par rapport à là où tu vas le monter. Ce que je veux dire, c'est que si tu prends trop grand, il rentrera juste pas dans ta cuve. Ça paraît logique, mais il faut y penser. Ne le prends pas trop petit. Si ça c'est la cuve et que ton capteur s'arrête au milieu, tu n'auras aucune lecture d'information pour toute la partie inférieure de la cuve et donc tu sauras jamais à quel niveau t'en es après la moitié. Donc ça sert pas à grand chose. Il faut vraiment que ton capteur descende le plus bas possible dans ta cuve pour être le plus adéquat, normal. Nous, le nôtre s'arrête légèrement avant la fin, j'ai pas trouvé mieux, ce qui fait que quand l'affichage nous dit vide, on sait qu'il nous reste encore à peu près une soirée d'autonomie, une matinée pour faire le café et après il faut qu'on remplisse. Ça nous laisse une petite marge de sécurité. Deuxième chose à faire attention, et elle aurait même dû être en numéro 1, c'est le plastique de ta cuve. Toutes les cuves ne sont pas compatibles pour l'eau que tu vas boire. Par exemple, si tu achètes une cuve marquée pour les eaux grises, ne l'utilise pas pour de l'eau potable. Recherche donc bien une cuve qui est stipulée pour eau potable, c'est très important. Attention, quand tu mets de l'eau potable dans une cuve, elle ne le reste pas. Pour ça, il te faut un appareil en plus. Ça, je te l'explique un peu plus tard dans la vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin. En parlant de l'eau potable, on passe au point numéro 2, les tuyaux, et on commence par le même point. Pense bien à acheter des tuyaux qui sont compatibles eau potable. On appelle ça des tuyaux alimentaires. C'est très important, sinon tu vas polluer ton eau après la cuve. Deuxième point pour les tuyaux, si tu veux installer un chauffe-eau, pense bien à prendre des tuyaux qui résistent au chaud. Là aussi, pense bien à acheter des tuyaux alimentaires, même pour le chaud. Troisième point des tuyaux, il y a deux grandes familles de tuyaux. Il y a la famille des tuyaux rigides, ça signifie que tes tuyaux seront légèrement flexibles, mais pas beaucoup. Par exemple, pour faire des virages à 90 degrés, il faudra que tu coupes ton tuyau et que tu utilises un coude pour connecter ton tuyau. D'ailleurs, les connectiques sont spéciales aussi. Ce sont des connectiques qu'on appelle enclictables. Simplement, le tuyau vient à l'intérieur de la connectique et une fois appuyé bien au fond, on entend un petit clic, tout est étanche et c'est démontable en appuyant sur le connecteur et en tirant assez fort le tuyau. L'avantage, c'est que c'est extrêmement facile d'installation. Il faut simplement que le tuyau soit très bien coupé. Je te conseille de ne pas le couper au cutter, d'acheter vraiment une pince coupe-tuyau. Par contre, le désavantage à mon goût, c'est que le choix du chemin du tuyau est un peu différent. Tu n'as pas la liberté de faire les virages que tu veux. C'est justement pour ça que nous, on est parti sur des tuyaux flexibles, de telle sorte à ce que je puisse vraiment faire les virages que je veux, leur laisser un peu de mou à des endroits, faire des boucles, etc. C'est largement plus facile, d'après moi, quand tu aménages un van et que tu n'en as jamais fait avant. Concernant les raccords qui vont aller avec les tuyaux souples, on appelle ça des raccords cannelés. C'est simplement des raccords que tu vas enfoncer à l'intérieur du tuyau. Ils sont démontables, mais c'est vachement plus compliqué. Ils sont vraiment pas faits pour être démontés à la base. Et en plus de ça, tu devras rajouter un collier pour serrer. Et pense bien à acheter le raccord du bon diamètre du tuyau, sinon tu auras des fuites. Dans les deux cas, tu trouveras toujours des adaptateurs pour l'un ou pour l'autre, pour tous les appareils de la suite de ton circuit d'eau. T'en fais pas, c'est vraiment un choix à faire. Du rigide qui va vraiment être un peu plus pro, si on veut dire. Il faudra vraiment que tu les alignes et que tu les poses droit et que tu fasses des angles droits avec des raccords. Ou alors du flexible qui va te laisser un peu plus de marge de manœuvre, mais qui fera effectivement un peu moins pro. En tout cas, c'est mon avis. Concernant le diamètre de ces tuyaux, je te conseille minimum 10 mm pour tous les tuyaux, du début à la fin. Nous, on est même parti sur du 12 mm du début jusqu'à la séparation eau chaude, eau froide, qu'on verra plus tard d'ailleurs, de telle sorte à ne vraiment avoir aucune perte de débit. Mais franchement, quand je vois le débit qu'on a, je suis sûr qu'en mettant du 10 mm partout, c'est amplement suffisant. Donc à mon avis, ne t'embête pas, pars sur du 10 mm tout le long, ce sera largement plus facile. D'ailleurs, on parle du débit, on arrive directement à la pompe.
pompes. Il existe deux grandes familles de pompes, les pompes automatiques et les pompes manuelles. Ce qu'on entend par manuel, c'est pas une pompe où c'est toi qui vas pomper l'eau. Même si ça existe, il existe des pompes où tu appuies avec le pied, très économe, mais bon, on va pas se le cacher, c'est un peu embêtant. Non, les pompes manuelles sont simplement des pompes où tu dois enclencher un interrupteur pour qu'elles se mettent en route, et tant que t'as pas déclenché l'interrupteur, elle ne s'arrêtera pas. Alors qu'une pompe automatique, elle est tout le temps en route, simplement elle va mettre ton circuit d'eau en pression. Une fois la pression atteinte, la pompe va s'arrêter. Ensuite, quand tu vas ouvrir ton robinet, il y aura une chute de pression, donc la pompe se remettra en route, mais en fait tu vois rien au robinet, hein. L'eau elle coule naturellement comme à la maison. Simplement, ta pompe s'allume toute seule. Donc si tu veux vraiment cet effet comme à la maison, c'est une pompe automatique qu'il te faut, et nous c'est ce qu'on a pris justement. Nous on a opté pour la Vetus 2,1 bar 7,6 litres minute. Là aussi, fais bien attention à la pression et au débit que tu vas avoir, et ça va surtout faire influencer toute la suite de ton réseau, puisqu'il faut que tous tes appareils soient compatibles avec cette pression et ce débit. Je t'en reparle un peu plus tard sur les autres appareils justement pour te montrer que le débit et la pression doivent correspondre. Pourquoi 2,1 bar et 7,6 minutes? On va arrondir à 2 bars et 8 litres minutes, c'est plus facile. Simplement parce que je voulais qu'on ait la sensation d'être comme à la maison en termes de pression et de débit, qu'on ait vraiment cette sensation de force dans l'eau, de débit qui va vraiment te mouiller rapidement. Et je trouve que c'est largement assez. J'avais peur avec les 8 litres minutes parce qu'à la maison, on est plutôt aux alentours des 12-14 litres minutes d'après ce que j'ai trouvé sur internet. Mais franchement, 8 litres minutes, c'est largement suffisant. Je pense même que si tu veux économiser un peu, tu peux partir sur un peu plus bas. Tu verras sur les appareils d'après, il y a justement des appareils qui existent avec des débits un peu plus faibles. Donc franchement, pourquoi pas partir un peu plus faible en débit, surtout si tu es restreint économiquement. Dernière chose concernant la pompe, pense bien lors de ton installation que la pompe va vibrer. Les pompes automatiques sont assez monumentales, elles font pas mal de bruit, pas mal de vibrations. Nous malheureusement c'est une de nos petites erreurs, on l'a montée sur une planche en bois qui est dans le vide. Cette planche en bois est reliée à notre cuisine et notre lit, donc c'est vrai qu'on entend vraiment pas mal la pompe se mettre en marche. Quand tu es au lit c'est même gênant si tu es en train de dormir. Donc voilà, à mon avis il faut vraiment la poser par terre, c'est là que tu auras le moins de vibrations. Après une pompe automatique vient obligatoirement un vase d'expansion. À quoi ça sert un vase d'expansion? Simplement que la pompe automatique, quand elle va se mettre en marche, elle va donner des gros à-coups. Donc ton vase d'expansion, il va être là pour encaisser cet à-coup et en fait te montrer au robinet qu'il n'y a aucune différence. Quand la pompe se met en marche, tu ne vois aucune différence de débit et de pression à la sortie du robinet. Et ça, c'est grâce au vase d'expansion. Si tu n'en mets pas, tu vas voir le débit et la pression qui changent au fur et à mesure que la pompe se met en marche, s'arrête, se met en marche, s'arrête. En plus de ça, ne pas avoir de vase d'expansion, ce n'est pas conseillé par les marques des pompes. Et du coup, ils le disent, ça va user ta pompe prématurément. Et franchement, au prix d'un vase d'expansion, ça vaut vraiment pas la peine de s'en priver. Par exemple, nous, on a le Fiamma A20, qui est le vase d'expansion classique, et ça vaut genre même pas 50 € quoi. Donc ça vaut vraiment pas la peine de s'en priver. On passe directement au point qui pour moi est le plus important dans un van, c'est l'eau potable. Comment on a de l'eau potable dans un van? Il faut déjà que tu fasses un choix. Certaines personnes aiment bien avoir deux robinets, un d'eau non potable et un d'eau potable. Simplement qu'en ayant deux robinets, tout ce que tu n'as pas besoin d'eau potable, comme la vaisselle, la douche, etc., ne passera pas par le filtre et du coup tu l'useras un peu moins. Pour notre part, on n'a pas voulu s'embêter avec ça, surtout que le filtre est pas très cher, tu le changes pas trop de fois et franchement c'est quand même plus cool d'avoir un robinet comme à la maison où tu te poses pas de questions, tu peux remplir ta bouteille, tu peux boire quand tu te brosses les dents. Donc voilà, nous on voulait pas se poser de questions. Ensuite, il y a deux gros systèmes pour avoir de l'eau potable. Il y a soit le choix de garder l'eau dans la cuve potable, comme je t'ai dit avant, l'eau qui stagne dans une cuve, elle ne reste pas potable. Du coup, il y a des dispositifs qui existent pour garder cette eau potable. Ou alors, tu peux faire le choix, comme nous, de filtrer l'eau après la cuve et la pompe, de telle sorte à ne pas te soucier de ce qu'il y a dans la cuve et de vraiment rendre l'eau potable plus tard. Je te parle d'abord du premier que je connais un peu moins vu que je l'ai pas. Le seul que je connais c'est le Tank O3 qui est en fait une petite sonde qui est plongée dans ta cuve, qui est en permanence allumée et qui te ionise l'eau. Je te laisse aller voir exactement ce que ça veut dire. Le seul inconvénient que j'y trouve moi c'est qu'il y a vraiment trop d'entretien à mon goût. Il faut le démonter 4 fois par mois pour nettoyer la sonde, enlever le calcaire et moi je trouve ça vraiment contraignant. Notre cuve elle est au fond de notre coffre, il faut qu'on sorte toutes les caisses, les vélos etc. qu'il y a devant pour y accéder. 4 fois par mois c'est quand même assez souvent. Donc si ta cuve est pas très accessible, moi je te déconseille ce système. Surtout qu'il est que 100 € moins cher que ce qu'on a nous et tu vas voir que nous c'est vraiment une dinguerie. Le Tank O3, je le trouve actuellement aux alentours de 400 €.
Si tu veux faire comme nous, purifier l'eau après, nous on a opté pour le système de chez Uvoji, c'est un système UV comme je t'ai dit. On passe d'abord par un premier filtre qui va enlever les particules jusqu'à 5 microns et aussi un filtre à charbon actif qui va enlever le goût de l'eau. Puis on arrive dans le fameux système UV qui lui va supprimer 99,99% des bactéries. C'est pas mes chiffres, hein, c'est les chiffres de Uvoji, c'est eux qui le disent. Et effectivement, nous ça fait 1 an qu'on a ce système, on n'a jamais été malade et l'eau elle a très bon goût. L'énorme avantage de ce système, c'est qu'au moment de remplir ta cuve, tu n'as même pas à te soucier de savoir si la fontaine ou le robinet est une eau potable, puisque derrière, tu vas la rendre potable. Contrairement au système Tank O3, qui lui va juste ioniser l'eau, mais il va pas forcément la rendre potable, il n'y a pas de filtration ou quoi que ce soit. Il faudra de toute façon que tu ajoutes un filtre derrière. C'est pour ça que nous on a opté pour ce système qui est juste trop cool. La petite contrepartie, c'est que le filtre, il s'use, il se change. Uvoji donne une durée de vie de 6 mois. Il coûte environ 50 €. Si tu pars sur le système qui est à 4 litres minute, il est un peu moins cher. Je crois qu'il est 40 € le filtre. Donc voilà, 50 € tous les 6 mois ou 40 € tous les 6 mois. Je trouve que ça va pour avoir de l'eau potable à la sortie de ton robinet. Parlons du prix maintenant. Le Uvoji Kemp que nous on a, c'est environ 500 €. Le modèle en dessous, qui fonctionne au débit maximal de 4 litres minute, je le trouve à moins de 400 €. Du coup, on arrive au même prix que le Tank O3 que je t'ai présenté avant. Donc pour moi, il n'y a pas photo, faut passer minimum avec le Uvoji Van, donc le petit modèle. Et si tu veux un peu plus de débit, le même que nous, le Uvoji Kemp. J'ai vu aussi qu'il existe un modèle au-dessus, mais là je connais pas et je vois pas pourquoi on aurait besoin d'autant de débit dans un van. À mon avis, c'est plutôt destiné au bateau. La suite du circuit, on va parler du chauffe-eau. Donc là, notre circuit d'eau se sépare en deux. Il faut que tu gardes un tuyau d'eau froide et un deuxième tuyau ira à ton eau chaude. Et c'est à partir de là qu'il te faudra un tuyau spécial pour l'eau chaude, ou alors tu avais acheté ça dès le début et tu te soucies même pas de quel tuyau tu vas monter. Là, concernant les chauffe-eau, il y en a de toutes les sortes. Au gaz, électrique 12 volts, électrique 230 volts, chauffé par le moteur de ton véhicule, bref, il y en a pour tous les goûts. Il y en a même qui sont chauffés par ton Webasto. Et justement, celui que je vais te présenter peut être chauffé avec le Webasto. Nous, on a le Poudman 6 litres, 12 volts et 230 volts, mais il existe aussi avec le tuyau qui passe à travers pour le Webasto, ce qui fait qu'en hiver, quand tu vas chauffer ton van, tu vas chauffer ton eau aussi. Alors en été, par contre, vu que tu n'allumes jamais ton Webasto, ça sert à rien. Pourquoi avoir un système 12 volts et 230 volts? Simplement que la partie 12 volts va chauffer lentement, c'est 200 watts, donc tu peux la laisser allumer quand tu roules par exemple, ou alors, vu que nous on a des panneaux solaire, on peut l'allumer la journée pour avoir de l'eau chaude le soir. Et de l'autre côté, 230 volts, c'est si tu as besoin rapidement de chauffer l'eau pour X raison et que tu l'as pas allumée avant, elle chauffe vachement plus rapidement puisque c'est 500 watts. Donc on a de l'eau chaude en 20 minutes, contrairement à environ 45 minutes, 1 heure en 12 volts. Et le petit truc que tu vois là en bas de la cuve, si jamais, c'est une soupape de sécurité. C'est-à-dire que quand tu vas chauffer ta cuve, il y a de la condensation qui va se former, ça va monter en pression comme dans une cocotte minute, et du coup, si tu n'utilises pas la cuve, il se peut qu'elle explose. Pour éviter ça, je te rassure, il y a cette fameuse soupape de sécurité qui va s'enclencher et vider juste le trop-plein de pression. Donc, il faut que tu raccordes un petit tuyau dans une petite bouteille, par exemple, juste pour éviter que l'eau se mette par terre. Je te rassure, nous, en 1 an, on n'a même pas rempli la petite bouteille que tu vois à l'écran. Donc, c'est tranquille. Concernant la taille, chez Poudman, il existe le 3 litres, le 6 litres, le 9 litres et le 15 litres. Nous, on a le 6 litres et pour te dire, avec 6 litres, on fait presque 2 douches. C'est-à-dire que si on enchaîne les 2 douches, le deuxième va finir avec de l'eau plutôt tiède, voire froide. Mais si on attend un tout petit peu entre les 2 douches, qu'on réchauffe un peu l'eau, on fait rapidement 2 douches. Donc un 6 litres, presque 2 douches. Si tu es tout seul dans ton van, je pense que le 3 litres suffirait. Et si tu veux un peu plus de confort, bah le 9 litres, mais d'après moi c'est trop, le 6 est largement suffisant. De toute façon, nous c'est vraiment pas gênant, on pourrait même attendre 1 heure entre 2 douches, c'est pas très grave. Tu fais ta journée en conséquence et puis voilà. Donc pour notre part, le 6 litres, il est amplement suffisant pour 2 personnes. Et voilà. Tu as un circuit d'eau fonctionnel, après ça, ton eau arrive à ton robinet ou à ta douche, mais ça, je te détaillerai dans une prochaine vidéo. Dans tous les cas, si tu as des questions, pose-les en commentaire, je réponds à tout le monde. Si tu as apprécié ce format, lâche ton meilleur pouce en l'air et surtout, dis-moi ce que tu veux voir en détail pour l'épisode 2. Ciao!